その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。 Comment parler du seul manga qui a sans cesse réussi à me prendre par les sentiments, du seul animé qui jusqu'au bout et sans aucun doute continuera à me fasciner. Un chef-d'œuvre de génie créé à partir d'une banalité, d'un rêve et d'une simple rencontre. Si vous vous êtes déjà posé des questions sur les inspirations du mangaka ou sur l'incroyable animation de Shingeki no Kyojin, ses OST ou encore tout ce qui concerne la production, vous êtes au bon endroit. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo qui va parler de Wit Studio. Si vous désirez une seconde partie pour parler de Mappa, je vous invite à me le dire en commentaire. Avant de commencer, petite surprise, un ou une parmi vous remportera cette magnifique figurine du titan cuirassé de Reiner Braun sur X. Le lien est en description et en commentaire pour participer. En partenariat avec Zen Market, j'ai également reçu ce bouclier de marque qui est directement tombé du ciel pour compléter ma collection de figurines de Good Smile Company, espérant qu'il ne crève pas cette fois à côté des reines. Vous pouvez vous procurer tout ce que vous désirez comme produit de qualité et du Japon sur le site de Zen Market. Le lien est en dessous de la vidéo. J'ai donc décidé de vous montrer comment Shingeki no Kyojin a été créé. Manga, animation ou encore OST, vous saurez tout. Tous les paramètres qu'en fait de l'attaque des titans, le titan assaillant. Car sans la souffrance de toute l'équipe et sans Seiyu pour nous transmettre le véritable titre de l'œuvre, la vérité cachée depuis des années n'aurait jamais pu voir le jour. Allez, c'est parti. Comment un monde tel que l'attaque des titans, où les humains se font manger par des géants tout nus, a pu naître? Mais avant cela, pourquoi des murs? Pourquoi les humains devaient être enfermés à l'intérieur de Maria, Rose et Sina? Pourquoi l'humanité a été forcée de construire des obstacles pour se protéger des titans? Eh bien, Hajime Isayama a été élevé de la même façon, sauf que les murs pour l'enfant innocent étant confiné dans son village et avant d'être mangaka, étaient des montagnes, et pas d'énormes titans à la recherche de chair humaine. La chaîne montagneuse d'Oita le faisait se sentir isolé du monde qui l'entourait, et il se demandait parfois si des monstres s'y cachaient. Même la conception des titans restera un phénomène pour nous lecteurs et viewers, puisqu'Hajime Isayama, avant même de les dessiner, et même durant cette phase, a conclu que les titans n'étaient même pas de simples monstres stupides. À l'origine, il les a conçus de manière à ce qu'ils représentent la frustration. Ils ne sont pas quelque chose que l'humanité est capable de comprendre ou même d'analyser. Et en tant que tel, il espérait qu'ils soient plutôt venus représenter les défis que l'humanité continue de relever dans le monde réel. À la base, il avait établi ce type de connexion lorsqu'il travaillait dans un cybercafé et où il a rencontré des clients ivres qui n'arrivaient même pas à communiquer avec leurs amis sobres. Cette façon de tenir à peine debout, de marcher de façon singulière, tout a joué pour lui transmettre l'indice sur le genre de titan qu'il était destiné à créer. De plus, sa découverte d'un certain jeu vidéo, adaptation du manga nommé Muv-Luv Alternative, a aussi pas mal influencé les choix d'Isayama, où l'histoire est l'invasion d'une civilisation humaine par des extraterrestres dont le nom est Beta, où les humains feront tout leur possible pour se battre et résister face à cette menace, en créant des mechas de combat, ce qui nous amène aussi à penser que c'est de là où est venu l'équipement tridimensionnel, étant fasciné par tout ce qui est géant, voulu créer quelque chose de similaire et d'énorme. C'est également en regardant Kamen Rider qu'il fut ému par ces incroyables innovations à la télé, d'où les pouvoirs de transformation que nous connaissons. Ainsi, une idée est née à partir de pas grand chose, puisqu'une majorité a déjà vécu des expériences similaires, voire plus intéressantes. Mais c'est là où le génie se manifeste et nous rend uniques dans le monde où nous vivons. Pas n'importe qui allait réussir à penser comme l'a fait Hajime. Personne n'a pu orchestrer un tel chef-d'œuvre en prévoyant 10 ans d'histoire. Isayama avait mentionné qu'il avait fait un rêve sans aucune limite où Shingeki no Kyojin et lui ne faisaient qu'un. À l'extérieur des murs se trouvaient d'horribles créatures et à l'intérieur des humains de différentes classes. Le fait qu'un humain se fasse dévorer était quelque chose de fantastique pour le mangaka, ce dernier qui, depuis le début, aura voulu faire du mal à ses lecteurs pour que l'histoire reste à jamais gravée dans leur cœur, mais a eu comme première motivation l'argent, ce qui était le cas pour n'importe quel autre mangaka. Voici ce qu'était l'attaque des titans, une idée qui allait finalement se changer en titan que nous avons connu dans l'anime et le manga entre 2009 et 2018.
Lorsqu'il présenta son contenu au tout début à Tokyo, à quelques éditeurs ayant l'habitude de juger des mangas, il ne fut pas vraiment déçu, même s'ils lui ont dit que ses dessins étaient moches. Au fond de lui, il le savait, mais de base, il aimait pas vraiment la perfection des dessins, mais plutôt établir un scénario bien ficelé. Un peu plus tard, il partit chez la Shueisha, mais on lui proposa de modifier sa création, ce qui est inacceptable pour un mangaka. Parti enfin chez Kodansha, et la grande surprise, il fut accepté. Et c'est là que Shingeki no Kyojin a commencé à être publié dans le Bezatsu Shonen Magazine tous les 9 du mois, et recevra même un prix. La première saison de Shingeki no Kyojin est sortie en 2013. Comment 8 studios a eu les droits pour faire l'animation? Eh bien, ils ont eu la chance d'animer l'attaque des Titans, non seulement grâce à leur passé, mais aussi grâce à l'identité de ce studio, qui est spécialisé dans les animés d'action s'ancrant dans la réalité. Au tout début, 8 Studios a été fondé par des producteurs de production IG, qui a pu investir et superviser ce dernier dans l'animation. Tout en étant guidé par Production IG, continua à gérer les travaux créatifs. La seule influence qu'ils ont, c'est sur la manière de travailler. En effet, beaucoup de personnes chez 8 Studios viennent à l'origine de chez Production IG, qui a le talent particulier de rendre les mouvements réalistes. Donc au lieu de faire des mouvements jugés exagérés, Production IG fonctionnant avec le réalisme dirigea le travail de l'autre studio. Au début, 8 n'était qu'une simple pièce dans Production IG, une pièce sans fenêtre et il n'y avait que 5 personnes. Au moment de la création de 8 Studios, 2 projets étaient déjà alignés. L'un d'eux était un film d'animation original appelé All, l'autre était l'attaque des Titans. Et c'est là que la révolution a commencé. Rentrons à présent plus en détail dans ce monde de création et d'animation. Comment 8 Studios a fait face aux difficultés que présentait une œuvre comme l'attaque des Titans et comment ont-ils pu animer la perfection. La plus grande philosophie de 8 Studios est de créer une animation d'une qualité dont les fans seraient fiers. Et en plus de ça, veiller à ce que la morale et les histoires soient acceptées par tout le monde. Se tenant face à un manga comme Shingeki no Kyojin, voulut transmettre du mieux possible son histoire. L'équipement tridimensionnel, le plus difficile a été de transformer parfaitement cet équipement sur papier en animé. Les membres du studio étaient loin de vouloir décevoir les lecteurs du manga. En termes de titans ou d'équipement de manœuvre tridimensionnelle, ils voulaient trouver quelque chose de meilleur, de parfait, dépassant tout ce qu'ils auraient pu imaginer jusqu'à présent. Une scène où les soldats du bataillon d'exploration voltigeaient avec l'équipement spécial était très dure à animer et cela s'explique par le type de la scène. Une scène d'action où il y aura principalement du combat va être plus facile à dessiner et à animer car ça se déroule très vite et les spectateurs ne trouvent pas le temps d'analyser toutes les images, tous les détails, toutes les imperfections. De ce fait, une scène avec un RN qui utilise l'équipement tridimensionnel risque de prendre plus de temps à dessiner et à animer car chaque détail compte. La scène est certes rapide, mais on a le temps de tout analyser. C'est pour cela que les animateurs ne peuvent pas se permettre de bâcler 1 ou 2 secondes de la scène, par peur de gâcher sa fluidité et sa qualité, ce qui est l'opposé pour les scènes de combat. Et cela s'applique pour tous les studios, où les animateurs peuvent dessiner plus rapidement. Après, on peut bien sûr trouver pas mal de styles très différents, où chaque mouvement est contrôlé de façon exprès pour que le rendu final soit logique. Sinon, on en trouve plein d'exemples. Si on met pause durant une bataille, on peut parfois apercevoir quelques imperfections, mais cela ne veut pas dire que l'animation est médiocre. Une scène peut être créée pour qu'on la voit rapidement, et non pour s'attarder sur un détail entre 2 mouvements à chaque fois. D'un autre côté, quand une scène d'action est censée se dérouler vite fait, quelques animateurs adaptent un certain style de dessin pour montrer l'impact d'un coup ou pour transmettre l'émotion d'un personnage. Et l'exemple le plus connu qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, c'est celui de Pain contre Naruto. Et si l'on regarde ce que nous proposent les productions d'aujourd'hui, on peut retrouver ce style d'animation. Comme quoi Studio Pierrot avait proposé quelque chose de ouf à l'époque. Bref, nous n'allons pas rentrer dans le vif du sujet sur l'animation, mais c'était pour vous expliquer à quel point c'est difficile de dessiner et d'animer une scène où chaque détail compte, comme avec l'équipement tridimensionnel. Sauf qu'avec 8 Studios, ils ont dépassé l'attente de tout le monde.
Et surtout dans ce moment durant la poursuite de Levi. Vous avez beau mettre pause, chaque seconde est très bien réalisée. Avec le fil qui part en direction du bar par exemple, c'est juste magnifique, ça a demandé de l'énorme travail, réalisé par le grand Arifumi Imai. Bon après, apparemment le studio était tellement choqué par le résultat de la Key Animation qu'ils ont carrément oublié la porte fermée après que Levi l'ait défoncé. Ça arrive. Vous pouvez également trouver les artbooks d'Arifumi Imai pour apprécier plus encore la qualité des dessins avant l'animation. Bref, Wit Studio possédait un vrai mastodonte en termes de mouvement de caméra, de déplacement avec l'équipement et j'en passe. La scène de Levi contre le titan bestial a pris 4 mois pour la réaliser. 1 mois pour le storyboard, c'est-à-dire que quand le studio reçoit le script, les concernés commencent déjà par créer ce qu'on appelle un storyboard, un ensemble de croquis avant les vrais dessins propres. Par la suite vient le réalisateur pour vérifier le résultat de cette première étape, ainsi faire quelques corrections, voire même modifier quelques passages en personne si quelque chose ne va pas. Puis vient la confirmation. Ce temps doit également être pris en compte parce qu'après avoir passé plusieurs heures à créer une scène, il se peut que l'on nous demande de refaire le tout. Après le premier mois écoulé pour achever le storyboard, vient 3 de plus juste pour le dessin, pour la scène de Levi et le bestial. Pour vous dire que pendant que nous lecteurs profitions de 3 chapitres mensuels de SNK, un autre était en train de se tuer à dessiner détail par détail un des combats les plus marquants de Shingeki no Kyojin. Le combat Levi contre Annie, le titan féminin, a également été réalisé par la même personne. Pour le reste du staff, les membres de Wit Studio sont tout aussi compétents. Mais c'est vrai que chaque personne peut avoir un domaine où elle va mieux performer. Les mouvements de caméra, les rochers qui se baladent dans les airs, les transformations, et comme exemple, Katsuhiko Kitada préfère animer Eren Yeager car il trouve que ses mouvements sont sauvages et qu'il s'enthousiasme à chaque fois qu'il le fait. Après, cela ne veut pas dire qu'il anime tout le temps les mêmes personnages. Tout a été bien géré avec ce studio. Ses membres se complètent sans aucun doute. Je vais... Attention Eren, une image de synthèse dégueulasse de ton sur la gueule. Quelques-uns d'entre nous n'ont pas vraiment apprécié la 3D utilisée dans la saison 3 sur le titan colossal. Ça coûte moins cher dans quelques cas et c'est plus rapide comparé au dessin. En parlant de 3D, Mappa s'est clairement surpassé. La partie 1 n'était pas parfaite, mais ce qu'elle a proposé par la suite a prouvé que le studio s'était réellement investi pour améliorer la CGI. Il est vrai que ce n'était clairement pas le point fort de Wit Studio à l'époque. Et selon ce dernier, le mieux serait de faire un compromis entre les deux technos, c'est-à-dire la CGI et la 2D. Utiliser la 2D pour les personnages, leurs expressions et la 3D pour créer des mises en scène complexes et riches en détails. En tout cas, à l'époque, Tetsuro Araki avait partagé la vision suivante. La 2D ne pourra jamais disparaître car elle a ses avantages. Il pensait également que dans le futur, que la meilleure utilisation finale serait une version hybride des deux. Et c'est exactement ce qu'a réussi à proposer Mappa pour le tout dernier épisode de Shingeki no Kyojin. Petite pause pour vous rappeler que si vous désirez une vidéo spéciale pour parler de Mappa et de l'attaque des titans, je vous invite à le dire en commentaire. Vous êtes censé le savoir, la saison 1 de l'attaque des titans n'est pas vraiment identique au manga. À la base, selon le réalisateur Tetsuro Araki, le format de 12 épisodes était celui qu'il préférait, mais des scènes ont été rajoutées dans la première saison afin de franchir les 24 épisodes, pour que ce soit plus complet d'après lui. Or, il existe un unique passage qui a laissé les lecteurs du manga très perplexes. Le mode berserk du titan assaillant, dans l'épisode 25. Comme je l'ai dit, c'est Tetsuro Araki qui s'est chargé de rajouter des scènes dans la première saison pour compléter le manga. Plusieurs fans se sont donc ramenés avec des théories concernant les flammes d'Eren lorsqu'il était en rage, et ses yeux qui avaient changé de couleur. Juste là, on rentre dans des détails concernant la chaleur des titans, cherchant ainsi plusieurs pistes pour justifier l'état du titan assaillant dans l'épisode 25. Mais est-ce que finalement ce soi-disant pouvoir n'était là que pour la belle animation? Car si on creuse un peu plus loin, on peut tomber sur une scène qui ressemble au combat d'Annie et Eren, et notamment quand Eren se met à hurler et à dévorer la nuque du titan féminin. Une drôle de scène nous fait rappeler ce passage dans Evangelion.
mais le responsable affirma qu'il ne faisait pas référence à cet animé. Quand Eren était en titan, il avait simplement laissé son humanité derrière lui et il était plus proche d'un animal qu'autre chose. Et c'est peut-être pourquoi cela a fait rappeler quelques curieux à la scène que je vous ai montrée juste avant. Je rajouterai également que le tout premier rêve d'Eren dans l'épisode 1 était également un rajout sans aucune logique derrière en relation avec les souvenirs du futur. Nando, what's in and then Levi goes, and he goes, and he attacks, and then, so my son, we reenact that every single time. He goes, Dad, I want to watch it back. Parlant à présent d'Isayama, Tetsuro Araki a avoué qu'Hajime Isayama n'était pas quelqu'un d'ordinaire et ce qu'il faisait n'était pas humain. Pris par son manga qui lui demandait déjà beaucoup de temps, le mangaka assistait également à la production de l'anime. Après avoir déposé ses planches, venait souvent diriger, modifier, voire même corriger certains plans et seiyuu. La première partie de la saison 3, de l'épisode 1 jusqu'au 12, n'est point identique au manga. Un autre scénario a été proposé à Isayama et il avait accepté de changer le déroulement de l'histoire afin de cacher les petits défauts du manga, car en effet, il avait déjà regretté plusieurs choses alors qu'il était en train de finaliser l'arc politique du manga. Il s'est donc rattrapé dans l'anime, il menait également à bien le studio, ce qui fait de lui un mangaka unique. Anime SNK, c'est bien, mais vu qu'il a affirmé que l'anime serait la version finale du manga, il veille à ce que ce soit bien respecté. Ce qui est un peu contradictoire quand on voit les rajouts proposés par le directeur. Petite information encore inconnue pour certains, la version Blu-ray de l'Attaque des Titans contient toujours quelques changements visuels. Vu que le studio n'a parfois pas le temps de perfectionner quelques détails secondaires, tout ceci est retravaillé après la fin de la production des épisodes. Voici quelques exemples. Araki a déclaré « Avant, quand j'étais chez Madhouse, parfois je me demandais s'ils allaient vraiment réussir à réaliser une scène ou un passage spécifique. Chez 8 Studios, je ne me posais plus la question. Je me dis simplement « C'est bon, ils vont assurer ». Bien, à présent, passons à la partie seiyuu. Et je vous invite déjà à me dire en commentaire quel est votre seiyuu préféré. Pour ma part, c'est Yuki Kaji pour Eren Yeager et Takehito Koyasu pour Sig Yeager. Toutes ces voix agréables qu'on aime tant dans Shingeki no Kyojin, il fallait qu'on soit tous impliqués au maximum possible dans ce monde si cruel, mais pourtant si beau. Et pour cela, il fallait convoquer les meilleurs. Du très lourd concernant Shingeki no Kyojin, puisqu'il dispose d'incroyables VA, qui parfois doivent enregistrer leur voix avant, voire même pendant la production. Il suffit de voir les extraits qu'on trouve pour comprendre à quel point ils sont dévoués. Les doubleurs sont vraiment fidèles et à fond dans le rôle. Isayama avait également affirmé que le jour où il avait enfin compris son personnage Eren Yeager était grâce à Yuki Kaji, le corrigeant même parfois dans le studio, comme dans cet extrait où Eren se retrouve enfin seul avec Historia, dans la cuisine bien sûr, où ils ont commencé à parler un peu plus sérieusement, surtout après qu'Historia cessa de dissimuler sa véritable identité. Eren censé lui dire que c'était bien comme cela et qu'il la trouvait enfin plus naturelle, Yuki Kaji prit un ton un peu normal, ce qui mit mal à l'aise le mangaka. Ce dernier se leva pour aller lui expliquer et lui montrer le temps qu'il devait prendre pour parler à ce moment bien précis, afin de montrer qu'Eren commençait enfin à comprendre Historia, vu que ce n'était pas le cas avant.
ああ、僕としてはなんか、いやなんかその方がいいんじゃないって、なんかここを区切りにエレンっていうのはヒストリーがよく分かんなかったんですけど、じゃあちょっとイメージが違いました。嬉しいっていうか。いい子のクリスタはいないの？いや、なんかその方がいいんじゃね？前は無理して顔作ってる感じで不自然で正直気持ち悪かったよ。Et je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il en pensait, sans sourire le résume très bien. Yo, Levi. Oh, Vient Hiroshi Kamiya, le doubleur de Levi Ackerman, aka le personnage le plus apprécié de SNK au Japon. Il a avoué sentir un énorme stress lorsqu'il devait travailler, par peur de décevoir ses fans. Une pensée également à Keiji Fujiwara, ayant joué Hannes lors de la première saison, et plusieurs autres personnages importants dans d'autres animés, qui nous a quittés il y a quelques années. Le rôle du seiyuu demeure très important, car apporte vraiment quelque chose à l'anime. Enfin, on ne peut pas avoir un anime sans seiyuu, mais SNK est vraiment spécial. Des personnes te laissant vraiment ressentir et comprendre les personnages, leur voix dans des moments tristes ou joyeux, te fait vraiment plonger dans l'univers, rendant ainsi l'anime plus immersif. Bref, leur travail demande aussi beaucoup de temps et d'efforts, il est donc indispensable de se mettre dans la peau du personnage pour correctement transmettre ses émotions. Mais avec ces stars dans SNK, c'était juste parfait. Je vous invite à me dire en commentaire quel est votre seiyuu préféré. Les OST ou aussi Original Soundtrack, toutes les différentes musiques qu'on peut trouver dans des jeux vidéo et animés. Les animateurs et réalisateurs des studios sont bons, les seiyuu également. Ainsi c'est au tour d'un célèbre compositeur et musicien japonais de venir compléter l'animé. Les scènes sont certes magnifiques, mais une OST mélangée avec donne un rendu tout à fait différent. SNK sans musique ne serait pas l'incroyable animé que nous connaissons actuellement. Je vous présente donc, si ce n'est le meilleur compositeur japonais selon moi, Hiroyuki Sawano. Force est de constater que grâce à son intervention, la profondeur et l'amplitude de l'anime fut plus importante. Si c'était une autre personne qui s'occupait des musiques, elle serait totalement différente, et même très sombre, a affirmé Araki. Puisque dans le monde de Shingeki no Kyojin, on a tendance à penser de façon gore et négative, vu qu'il s'agit d'un monde où la cruauté domine. Mais avec Sawano, la musique a un côté plus joyeux, et tout cela s'explique par le fait qu'il prenait vraiment du plaisir à faire ses créations. Cela se ressent clairement dans ses musiques, ce qui permet vraiment de donner du charme à l'attaque des titans. Saison 1, nous sommes à Trost, les titans viennent de pénétrer le mur une deuxième fois, tous les soldats étaient préparés et motivés. Enfin, une musique qui décrit clairement l'humeur et le déroulement de la scène. Des soldats qui voltigent, motivés comme j'ai dit, avec une musique nommée Wings of Freedom, les ailes de la liberté. On est en train de vivre un moment juste ultra positif, sauf que l'OST change tout d'un coup et bascule sur du XLTT. Bon, les titres, on en parlera vite fait après, puisque c'est limite des énigmes. Donc XLTT signifie clairement le titan colossal. XL pour sa taille et TT pour titan. Bref, cet OST a le don de te mettre direct face à la réalité. Le mood change direct, on passe de soldats motivés et confiants à des soldats choqués et peureux. Le rôle de cette musique fut important et ce n'est pas tout, car dans le même combat à Trost, les jeunes recrues ainsi que nous téléspectateurs et lecteurs avons vécu un véritable ascenseur émotionnel, puisque ce changement de situation n'arrêtait pas d'évoluer justement. On passe toujours de cet état de confiance à un autre qui correspond à la dépression, à la peur et à la tristesse, ce qui nous plonge sérieusement dans l'ambiance de la scène. Je cite l'OST Vogelam Kafig. 'D'ailleurs, les paroles sont aussi importantes et parfois on peut trouver des pistes ou des références cachées. Allez voir la vidéo que je vous ai mise sur mon Twitter, il y a la traduction avec un certain passage d'Ymir. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre de quoi je parle, le lien est en description.
Je profite également pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne. Pour conclure avec le côté animé OST, faut savoir qu'il est parfois très difficile de composer. Par exemple, cela peut dépendre des scènes. Il y a vraiment une importance primordiale dans les choix musicaux et sonores. Cela peut arriver que Sawano soit déjà prêt avec ses OST et que le réalisateur commence à les affecter à chaque moment et par la suite transmet le travail à chaque animateur avec sa séquence sonore afin de les aider voire influencer d'une certaine manière leur vision qu'ils auront sur le travail qu'ils comptent produire. Revenant vite fait comme promis sur les titres jugés bizarres par la communauté comme TKT et autres, on a beau essayer de les décoder, il a déclaré dans de nombreuses interviews qu'il n'aimait pas donner des titres réguliers à ses OST parce qu'il trouve cela ennuyeux en quelque sorte. Je trouve cela très dommage car c'est une chance quand même permettant de rajouter un plus avec l'appellation. Toujours dans le domaine musical, les openings et endings. Tous les openings de l'Attaque des Titans ont été grandement appréciés par la communauté, surtout le premier de la saison 1, Guren no Yumiya, et le troisième de la saison 2, Shinzuo Sasageo, à part celui de la première partie de la saison 3, Red Swan, qui pour la première fois a été fait par une autre équipe. On était habitué à Linked Horizon, qui ont été présents depuis la toute première saison, ce qui a beaucoup marqué les fans, sans parler des endings qui sont tout aussi puissants que les OP. Un pur chef-d'œuvre comme Utsukushiki Zankoku Nasekai, Great Escape. D'ailleurs j'en ai fait un remake en collaboration avec un artiste pour rendre hommage à la toute fin de Shingeki no Kyojin avec les personnages en version plus âgée. N'hésitez pas à aller voir. Et enfin, Requiem der Morgenrot, si ce n'est le meilleur d'entre eux. On rajoute aussi l'Opening 5 qui est un mix du premier et du troisième qui a vraiment très bien marché. Sans parler des concerts où Linked Horizon gère très bien l'ambiance. Ça te donne carrément l'envie de claquer tout ton salaire pour assister et vivre une expérience pareille. SNK a marqué non seulement en termes de qualité d'animation, mais aussi dans tout ce qui a été sonore, des openings et endings qui contiennent pas mal d'informations, des pistes et des références dans les paroles. Hajime Isayama a pas mal aidé le studio dans la réalisation de ces derniers, surtout pour l'ending nommé Yugure no Tori. Yugure no Tori est certainement l'ending le plus ambitieux, le plus mystérieux et le plus choquant, car spoil des séquences très importantes du manga. Maria, Rose Sina en train de dévorer Ymir sous les ordres du tout premier roi Fritz, qu'on a vu au chapitre 122, l'attaque de Lago et des titans colossaux en général, Eren à la mer, la fin de la malédiction d'Ymir, le peuple eldien qui se dirige vers Paradis, la grande guerre des titans, et enfin le détail qui me plaît le plus mais qui est pourtant implicite. Ce sont les personnes qui portent ce bébé, et derrière eux se trouvent plein de titans qui les traquent. Ce chapitre n'est pas constitué de dessins normaux, c'est le véritable enfer maudit qu'a décidé de nous montrer Isayama. Nous sommes à la fin de la saison 3 partie 2 et on a eu droit au tout dernier teaser de 8 Studio. Eren, onegai, kaette kite. Les rumeurs avaient commencé, on était tous choqués puisque c'était enfin officiel que la 4e saison allait être la dernière, mais également parce que 8 Studio allait quitter le navire. Le PDG de ce dernier, George Wada, avait déclaré « Jusqu'à présent, nous avons créé des choses comme Shingeki no Kyojin et Vinland Saga. En ce moment, nous travaillons sur des œuvres originales qui ne sont pas que des adaptations de manga. Nous attendons avec impatience les réactions des fans lorsqu'ils verront nos propres histoires. Nous sommes actuellement en 2024 et la toute dernière nouvelle qu'on a eue de la part de 8 Studio, c'est son projet concernant un remake de One Piece, ce qui est énorme. » C'est la fin de cette vidéo qui indirectement représente un hommage à Shingeki no Kyojin. Mon amour pour l'écriture, pour l'animation, pour le doublage, pour les OST, les openings et endings a fait que j'ai voulu sortir cette vidéo qui aussi vous aura expliqué comment Shingeki no Kyojin a été créé, les difficultés, le stress et la pression qui se présentaient face à tous les membres derrière cette incroyable création. Un grand merci à tout le monde. Je vous rappelle que si vous désirez une vidéo sur Mappa Studio ainsi que sur l'attaque des titans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour soutenir la chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, lisez Chainsaw Man. À la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。
一匹残らず